Bonjour à tous. Merci d'être avec nous pour ce webinaire présenté en partenariat avec la Banque nationale, précieux partenaire de l'EEB depuis près de 12 ans. Alors, mon nom est Laurie Bélanger et c'est toujours un plaisir de vous retrouver virtuellement. Aujourd'hui, on vous présente le premier de notre série de webinaires experts dans le ring. Le concept, 10 questions, 30 minutes pour y répondre. Alors, ça nous prend vraiment un expert. Oui, on va répondre aussi aux questions du public pendant une petite période d'échange qui va suivre le webinaire. Selon un sondage de la FCEI, de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, ce sont 7 propriétaires de PME sur 10, donc près de 72 qui n'ont jamais été aussi inquiets qu'aujourd'hui du risque de cyberattaque contre leur entreprise. On a vu une augmentation aussi de 24 des tentatives de cyberattaque au cours des 12 derniers mois. Et selon l'Université du Maryland, il y a une cyberattaque toutes les 39 secondes. Alors oui, c'est un petit peu alarmant quand on entend tout ça. Aujourd'hui, on vous propose de démystifier la cybersécurité, un sujet qui est d'extrême actualité pour nos entrepreneurs à l'EEB, que ce soit pour toutes les questions d'enjeux du numérique, de protection des données, de piratage, etc. Le numérique est essentiel pour travailler, pour communiquer, on le sait, mais on peut peut-être se demander, est-ce qu'il est devenu incontrôlable? Alors, et même, est-ce que les entrepreneurs comprennent tous les risques? C'est une question qu'on se pose ici à l'EEB. Alors, on a invité un expert de la Banque nationale pour nous en parler. Notre expert est un évaluateur pour le programme d'innovation en cybersécurité du Québec, volet innovation. Il a développé une expertise dans le domaine de la cybersécurité auprès des plus grands groupes du Québec, comme la Banque nationale, la Banque Laurentienne, CGI, le Canadien national et Desjardins. Alors, avec plaisir, je vous présente Frédéric Gagnon, officier de la sécurité d'affaires à la Banque nationale. Bonjour, Frédéric. Bonjour, Laurie. Ça va bien? Ça va bien, toi aussi? Oui, merci. Merci d'être avec nous. Merci de prendre le temps de répondre à nos questions. Avec plaisir. Écoute, est-ce que tu veux, avant de débuter, nous parler un petit peu de ton rôle à la Banque nationale, avant de rentrer dans le ring, hein, disons-le? Oui, certainement. Donc, oui, merci beaucoup. Donc, à la Banque nationale, je suis officier de sécurité d'affaires pour les secteurs du particulier, entreprise et assurance. Ça fait déjà 2 ans que je fais partie de ce grand groupe-là. Et mes responsabilités, entre autres, c'est de faire tout le topo, la relation d'affaires avec ces secteurs-là, s'assurer qu'on a une bonne compréhension commune des risques qu'on fait face. De temps à autre, on se prête à des exercices comme ça avec vous aujourd'hui. Bien, écoute, merci de prendre le temps. Merci de votre collaboration. Alors, si tu veux, ben écoute, nous, notre promesse, c'était 10 questions, 30 minutes. Alors, je propose qu'on rentre dans le vif du sujet. Pour ceux qui nous écoutent, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé sonder nos entrepreneurs athlètes à l'EEB pour mieux connaître leurs enjeux, mieux comprendre leurs questionnements aussi. Puis, on a préparé 10 questions pour toi, Frédéric, qui vont nous permettre de démystifier la cybersécurité. Fait que pour ceux qui ne connaissent rien, puis pour ceux aussi qui ont une base, je pense que ça va être pertinent vraiment. Ça va être bon pour tout le monde. Alors, si tu es prêt, on débute? Certainement. Allons-y. Super. Alors, la première question que j'ai pour toi, la cybersécurité, d'abord, c'est quoi? Puis pourquoi c'est un enjeu prioritaire pour les PME? Bien, excellente question. Donc, Laurie, aujourd'hui, la cybersécurité, moi, je dirais que c'est un art. Hein? Donc, c'est l'art de protéger ses actifs tout en assurant la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité de ceux-ci. De plus, c'est pas juste c'est pour les PME, c'est peu importe la grosseur des entreprises. Un acteur malveillant pourrait s'intéresser à la vôtre. S'il juge qu'il y a un gain quelconque à y gagner en perpétuant un acte malicieux, comme de s'intéresser à votre propriété intellectuelle, vous soutirer quelques dollars ou tout simplement vous mettre hors d'état de produire le temps de gagner vos parts de marché. C'est quoi les risques pour une entreprise d'une absence de cybersécurité? Qu'est-ce que l'entreprise risque si elle n'a aucune mesure en place? C'est une question d'ailleurs de Sarah Gagnard qui est de la G10 Émergence qui nous pose cette question. Bien, ça aussi, Sarah, c'est une excellente question, là. Quels sont les principaux risques qu'une entreprise peut faire face? Donc, d'un point de vue, la première chose, hein, ce que les fraudeurs ou malfaiteurs et autres de ce monde vont regarder, c'est votre propriété intellectuelle.
qu'est-ce qui fait que vous êtes en affaires? C'est cette propriété-là qui est souvent visée en premier lieu. Qu'est-ce qui pourrait être un autre grand risque également? Les risques qui régissent tous les enjeux réglementaires que votre secteur d'affaires peut faire face. On peut penser avec les nouvelles lois qui sont introduites au Québec pour la protection des renseignements personnels. Si vous faites affaire dans d'autres provinces, les lois vont s'appliquer dans ces provinces-là ou dans les autres pays où vous faites affaire, que ce soit au Canada, aux États-Unis, la plupart du temps. Également, il y a des réglementations spécifiques qui peuvent s'adresser si vous êtes dans le secteur de la santé et vous faites affaire en Europe ou aux États-Unis. Il y a des réglementations qui s'ajoutent à ce moment-là. D'autres grands risques qu'on peut voir aussi, c'est des risques au niveau de la continuité des affaires. J'en ai mentionné brièvement, mais si on est sujet à une attaque de type rançongiciel, qui sont très populaires de nos jours, des attaques de fraude de président aussi. Donc, il faut se préparer à d'avoir ces mécanismes-là en place là, pour adresser ces risques-là. Et ce qui peut en résulter aussi, c'est une perte de confiance de nos clients, puis de nos investisseurs et nos partenaires d'affaires. Ça fait que ça, c'est les principaux enjeux et risques là, qu'une entreprise doit faire face de nos jours. Effectivement. Puis pour une entreprise qui a qui n'a rien en place actuellement en termes de cybersécurité, est-ce que, quelles sont les bases, c'est quoi les bonnes pratiques là, à mettre dans son entreprise là, tout de suite, là, dès le jour 1? Là? On commence par quoi? Oui, bien, c'est une belle question. Dans le pratico-pratique, qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'entreprise? Et c'est là que, bon, il existe plusieurs ressources au Québec. Récemment, Banque nationale, avec d'autres collaborateurs, d'autres partenaires ici présents, Desjardins et autres, on a développé un outil et une co-entreprise qui s'appelle CyberEco. Cette entreprise-là se veut un accélérateur pour trouver de l'information pertinente en termes de cybersécurité. On peut retrouver à l'intérieur de CyberEco une trousse d'aide pour se lancer là, dans la cybersécurité. À ce moment-là, on va trouver à l'intérieur des éléments de sensibilisation. Donc, tout ce qui a trait à sensibiliser vos employés à la cybersécurité. On a également une section pour les gestionnaires TI responsables de cybersécurité, mais c'est vraiment intéressant pour les autres gestionnaires aussi, ce qu'à ce moment-là, on va avoir comment écrire une politique de cybersécurité et d'autres gabarits du genre là, pour s'aider à s'accélérer. On a également une section à l'intérieur de la trousse là, pour employés et grand public où est-ce qu'on va donner des conseils de base pour se protéger à la maison dans nos activités de tous les jours là, au niveau de cybersécurité. Je pourrais ajouter également un autre élément là, intéressant au niveau, c'est de connaître ses actifs informationnels avant de se lancer à mettre des grands plans, des grands systèmes en œuvre, là, ou des grands projets. Je pense que c'est important de se questionner. C'est qu'est-ce que l'on veut protéger? Qu'est-ce qu'on en a qui est intéressant dans nos écosystèmes TI, et des autres systèmes de contrôle industriel aussi. On n'en parle jamais assez. On peut regarder également les services des tiers, le flux d'échange d'informations et les accès, entre autres. Dans le fond, c'est juste pour ceux qui nous écoutent, c'est vraiment les données, on se questionne sur qu'est-ce qui pourrait avoir de la valeur dans les données qu'on a pour des cyberattaquants. Les cyberattaquants, effectivement. On regarde c'est quoi les types de données qu'on maîtrise. Supposons qu'on fait affaire avec une présence sur Internet avec du transactionnel. À ce moment-là, on va accumuler et on va transiger beaucoup d'éléments d'information, que ce soit des cartes de crédit, des identifiants et autres. À ce moment-là, ça devient un bassin intéressant à comprendre de données. Des fois, on n'a pas de transactionnel, c'est plutôt d'entreprise à entreprise. À ce moment-là, qu'est-ce qui est important pour nous? C'est notre recette interne qui fait que oui, ça, c'est important à protéger. Ça fait qu'on doit identifier les systèmes qui transigent ce genre d'informations-là pour bien les protéger. Oui. Et tu nous as parlé de CyberEco. Alors, pour ceux qui nous écoutent, on va mettre le... Ah, il est déjà mis. Voici le lien dans le chat. Sinon, on vous le renverra aussi par courriel suite à la conférence avec la rediffusion. Merci d'avoir répondu à la question, Frédéric. On passe à la suivante. Je pourrais peut-être ajouter quelques autres éléments, si tu veux. Oui, vas-y. Qu'est-ce qu'on peut faire également? Là, je pense que c'est intéressant. Peut-être de lier la stratégie de cybersécurité qu'on veut développer avec notre contexte d'affaires, où est-ce qu'on fait ces activités. Ça, c'est un élément aussi qui est important à regarder là, lorsqu'on fait, on veut se mettre dans le mindset dans cette culture-là de cybersécurité. On peut se faire également accompagner par une firme externe. Il y a beaucoup de firmes et des partenaires, même ici, qui sont présents, qui offrent différentes formules. Il y en a où, si on veut démarrer à très haut niveau, on peut se faire accompagner par ce qu'on appelle un CISO virtuel, un chef de la cybersécurité
à ce moment-là, qui va venir nous épauler dans l'élaboration peut-être d'un programme, et après ça, peut-être de nous mettre en mouvement avec d'autres éléments. On n'en parle jamais assez, mais sensibiliser puis développer avec ses employés là, un programme, une mentalité de cybersécurité, c'est hyper important pour aller chercher le momentum puis s'approprier ces éléments-là. Puis après ça, mettre en œuvre des différents mécanismes de protection là, qui découleraient de nos orientations et notre contexte d'affaires. La loi 25 va obliger les entreprises dès septembre 2022 à déclarer tous les incidents de sécurité qui affectent leur clientèle. Alors, j'ai une question de Jean-Philippe Racine de CyberSWAT, qui est diplômé de la G3 Émergence. Il dit « Quel impact cela va avoir pour les entreprises du Québec puis comment on peut se préparer à cette nouvelle loi-là? » Ça rejoint un petit peu ce que tu disais, mais quand même. Oui, effectivement, l'information que j'ai trouvée là, du site de la Commission de l'accès à l'information, entre autres, qui explique que c'est un élément qui va être progressif, cette loi-là, de mise en application. Dès le 22 septembre de cette année, on doit avoir fait ou atteint certaines activités. Ça va se dérouler jusqu'en 2024, la même date, le 22 septembre. Donc, ce qui est important à retenir là, rapidement, c'est de nominer une personne qui va être responsable de la protection des renseignements personnels à l'intérieur même de notre organisation. Si on n'a jamais rien fait au sujet de ça, c'est important de se faire accompagner, puis c'est important d'identifier là, qui va être cette personne. À défaut qu'on nomme une personne, c'est la personne qui est en charge de l'entreprise d'un point de vue au niveau de la structure de la corporation. Mais à ce moment-là, il faut se mettre en mouvement. Puis il faut bien comprendre aussi c'est quel cadre de gouvernance qu'on veut mettre en place. Si on ne sait pas c'est quoi, se renseigner le plus tôt possible. Puis après ça, c'est de faire une évaluation là, des facteurs, ce qu'ils appellent les facteurs relatifs à la vie privée. Si on ne traite pas d'informations personnelles ou peu, la mise en œuvre va être beaucoup plus facile que si on a des sites transactionnels où on ramasse beaucoup d'informations. Là, ça va changer un peu notre approche, puis il nous reste peu de temps pour s'y rendre. Tu as parlé un petit peu plus tôt de sensibiliser l'équipe à l'importance de la cybersécurité. Tu viens de parler de nommer quelqu'un. Fait que la question suivante revient un petit peu là-dessus. Comment m'assurer que les employés comprennent et considèrent la sécurité? Fait qu'est-ce que tu as des trucs à partager pour allier l'équipe et les sensibiliser à l'importance? Ce qui est intéressant ici, c'est de se développer une culture de cybersécurité, hein, puis d'ouvrir le dialogue avec ses employés. Ça n'arrivera pas automagiquement. Ce n'est pas les gens qui vont s'impliquer d'eux-mêmes, mais c'est de venir de développer ça, cet élément de cybersécurité. À la banque, on dit que la cybersécurité, c'est l'affaire de tous. C'est l'affaire de tous parce que tout le monde a un rôle à jouer pour adopter les bons comportements, puis de déceler des situations potentiellement fâcheuses qui pourraient avoir un impact là, pour votre entreprise. Fait qu'ici, c'est important de se faire un programme de haut en bas et de bas en haut, que tout le monde soit impliqué là, de façon égale là, à adopter des bons comportements. Absolument. Tu as nommé CyberEcho tout à l'heure en exemple, mais on a aussi une question de Martin Paquette, PowerGo, de la C21 Elite. Il dit « De plus en plus de clients et de fournisseurs exigent des certifications bien précises, comme le SOC 2. Pour les PME qui ne disposent pas d'un département complet en TI ou en sécurité, quelles sont les ressources pour aider les PME du Québec à faire face à ces nouvelles normes? » Ce qui est intéressant, je peux vous parler, il y a le volet PROM, qui est un organisme gouvernemental là, qui est un accélérateur dans différents secteurs des technologies. Ils ont un programme au niveau qui s'appelle le PICQ, là, qui offre un accompagnement pour la cybersécurité, pour les gens qui veulent aller chercher une ou des certifications. On parle de SOC 2, mais il peut y avoir ISO, il peut y avoir la certification cybersécuritaire canadienne, et j'en passe. Mais ils offrent un mécanisme où vous pouvez les contacter, ils vous assignent un agent de compte, et à ce moment-là, avec eux, vous travaillez votre dossier pour aller chercher là, les bons mécanismes d'accompagnement, que ce soit d'identifier une firme experte qui va venir vous certifier, également la firme qui va vous aider à mettre en œuvre tous les contrôles requis pour vous protéger.
J'ai une autre question en lien avec les appels d'offres. Quelles sont les exigences minimales de cybersécurité qui doivent être incluses lorsque je réponds à un appel d'offres? On n'a pas le secteur d'activité précis, mais peut-être les grandes lignes, là, à quoi penser. Oui, c'est certain qu'ici, ça dépend toujours dans le secteur d'affaires que vous êtes, hein. Ceci va venir influencer que vous êtes une entreprise qui offre des services sur l'info nuagique ou vous êtes une entreprise qui a peu de présence sur Internet. Ceci va venir influencer. Mais prenons le cas de figure où vous êtes une entreprise de services qui a une présence info nuagique. À ce moment-là, les entreprises vont regarder, qui regardent les soumissions, sûrement une certification autour c'est en anglais, le Cloud Security Alliance. C'est un référentiel, entre autres, où est-ce qu'on va avoir plusieurs types de niveaux de contrôle et où est-ce qu'on vient chercher une certaine assurance qu'une entreprise suit les bonnes pratiques. C'est certain que si vous avez une certification de type SOC 2, type 2 ou ISO 27001, là, vous êtes en voiture là, pour répondre à un appel d'offres. Dans le cas où ce n'est pas disponible, c'est certain que d'aller chercher un référentiel connu et de s'y aligner le plus possible, c'est la bonne approche à suivre, à mon avis. Frédéric, tu parles, je me permets un aparté, on a parlé de SOC 2, de ISO et tout ça, tu les as nommés. Je suis certaine qu'il y en a qui nous écoutent qui ne les connaissent pas, ces certifications-là. Est-ce que sur CyberEco, on peut démystifier un petit peu ce volet-là, ce qui s'applique à notre secteur d'activité, à notre business et tout ça? As-tu peut-être une ressource ou… C'est certain que chez Prompt, le volet PICQ, ils vont vous accompagner à différencier là, quel type de certification le plus applicable pour votre secteur d'affaires. Au niveau européen, ISO 27000 est très reconnu, un peu moins au niveau nord-américain. Où est-ce qu'on va avoir ici le SOC 2 type 2, là, qui est une certification qui a été développée à travers le temps et bonifiée là, selon deux autres référentiels comptables, là, mais je ne vais pas trop dans le détail, mais c'est vraiment… Parfait, super. Maintenant, j'ai une question de David Cartier, président d'Emballage Cartier, il est entrepreneur-entraîneur à l'école, gradué de la C9 Élite. Il dit « Comment bien choisir son assurance et que devrait-il arriver le jour où on se fait cyberattaquer? Alors, le jour J où ça arrive, qu'est-ce qui se passe? Comment je fais pour choisir mon assurance? Comment mon assureur… qu'est-ce qui va se passer là, quand ça arrive? Là? Ouais. Bien, effectivement, que ça va se passer, hein, il faut être prêt. Ça, c'est la première chose, assurance ou pas. La question fondamentale, c'est qu'est-ce que vous avez fait pour vous préparer la journée où est-ce qu'un incident fâcheux va se produire pour votre entreprise, que ce soit une attaque de déni de service, un rançongiciel, une fraude. Il faut développer des scénarios. Il faut développer des scénarios de jeu qu'on appelle traduction libre de playbook, où est-ce que nous avons des intervenants identifiés à l'intérieur de l'entreprise qui vont savoir quoi faire la journée que ce scénario-là se réalise. Ensuite de ça, ce qui est peut-être intéressant aussi, c'est de mettre, si on a les capacités, c'est d'aller chercher une tierce partie qui va venir nous aider à répondre à l'incident. Ce point de vue relation, communication, réponse à l'incident elle-même, de limiter les dégâts. Avec un tiers, ils vont pouvoir venir nous aider. Et ça m'amène à la réponse de l'assurance. L'assurance, c'est un élément qui va venir nous aider à limiter notre perte versus si on a souvent dans le cas de perte d'activité reliée à l'attaque ou une perte reliée à des données là, sensibles là, qui pourraient avoir lieu. À ce moment-là, l'assurance va venir protéger certains de ces éléments-là. Par contre, les obligations sont assez élevées lorsqu'on souscrit une assurance de type cyber. Il faut que l'hygiène de base soit faite. Il faut que les contrôles soient mis en place. On ne sait pas et où. Il y a beaucoup d'éléments préparatoires avant de souscrire une police d'assurance. Et c'est là qui est un des aspects qui est à regarder là, du point de vue de vos propres obligations là, pour souscrire une police d'assurance. Effectivement. Pour ceux qui nous écoutent, il nous reste 2 questions sur nos 10 questions. Alors, si vous avez des questions pour Frédéric plus précises, n'hésitez pas, écrivez-les dans le chat, puis on pourra y répondre. Alors, je continue avec l'avant-dernière question. Le facteur humain,
c'est un facteur qui est considérable dans, dans ce sujet-là de cybersécurité. Tu en as parlé beaucoup. On parle de technologie de détection automatique des menaces. Est-ce que ces technologies-là peuvent être utilisées pour réduire l'implication et l'erreur humaine? Puis, il y a aussi tout l'enjeu de pénurie de main-d'œuvre qui rentre, qui s'inscrit dans tout ça. Fait, est-ce que c'est bon? Est-ce que ça peut nous aider? Est-ce que ça fonctionne, ces technologies-là? Si tu peux nous en parler un petit peu. C'est certain que plus on le voit de plus en plus qu'on a d'outils automatisés qui impliquent l'intelligence artificielle dans la réponse aux incidents ou à des événements de cybersécurité, je pourrais dire. À ce moment-là, c'est certain que ça nous libère d'une certaine implication d'un point de vue humain, d'un point de vue détection ou de surveillance. À ce moment-là, oui, ça facilite de beaucoup. Il y en a besoin après ça, des personnes plus en aval pour faire l'analyse, mais ça nous permet aussi de réagir des fois plus rapidement, plus adéquatement à certains événements de cybersécurité. Par contre, c'est des outils qui sont plus coûteux là, que la normale lorsqu'on arrive à prendre ce genre de service-là qui peut être à différents niveaux. Là, on peut parler d'antivirus, on peut parler d'éléments de protection, d'exfiltration de données automatisées qui vont venir filtrer le contenu des courriels et autres pour s'assurer que l'information qu'on partage est partageable et qu'elle ne se retrouve pas dans les mains d'une personne qui ne devrait pas. Et puis, toujours en lien avec le facteur humain, est-ce que tu peux nous parler un petit peu, c'est quoi le profil et les compétences qu'il faut rechercher dans les premières embauches d'experts en TI et en cybersécurité? Fait que surtout pour les entreprises, les PME peut-être qui n'ont pas de département, qu'est-ce que je recherche là, chez ma première embauche dédiée? C'est une excellente question hein, pour ceux qui se lancent la première fois, là, que c'est une nouveauté pour eux, ils veulent se sensibiliser, se sécuriser. Moi, ce que je vous recommande, c'est consulter CyberEcho. C'est super intéressant. Vous allez trouver une bonne base d'informations à cet effet-là. Mais il y a aussi de se faire accompagner. Comme je le mentionnais plus haut, il y a des types d'entreprises au Québec dans différentes régions qui offrent ce service-là d'accompagnement pour vous mettre en œuvre. Il y en a qui se spécialisent dans le volet PME, effectivement. Et là, on va venir vous accompagner, on va vous préparer un plan. Et là, après ça, on pourra regarder ce qui pourrait être intéressant avec le temps, c'est d'inclure justement une approche où est-ce que si on va chercher un chef de la sécurité à l'externe, à ce moment-là, lui va pouvoir nous aider à dire, je crois que tu aurais besoin d'un profil type plus expert en cybersécurité pour analyser tes risques. Peut-être un autre, tout dépendant de la grandeur, de la grosseur de l'entreprise. C'est certain que plus l'entreprise est petite, ça peut devenir très cher, très coûteux d'engager ses propres experts en cybersécurité à l'interne. Toutefois, si on a la capacité de le faire, on y va souvent avec un joueur qui est plus versatile, qui maîtrise plusieurs outils, puis après ça, on peut grossir l'équipe selon les besoins. Frédéric, tu as relevé le défi avec brio de nos 10 questions. Merci pour tes réponses généreuses. Merci d'avoir mis un peu d'ordre dans tout ça. Ceux qui nous écoutent, c'est pas fini si vous avez envie de rester avec nous. Notre concept, c'était 10 questions, 30 minutes, relevées par Frédéric. Alors, il a réussi à éclaircir un petit peu ce sujet-là complexe. Mais si ça vous dit de rester avec nous, j'ai des questions dans le chat. Alors, pour la prochaine partie, c'est à ces questions-là qu'on va répondre, si tu veux bien, Frédéric. Alors, merci ceux qui nous quittent d'avoir été avec nous, d'avoir été au rendez-vous. La rediffusion sera disponible. Merci la Banque nationale pour cette précieuse collaboration. Puis, je continue, j'enchaîne tout de suite, si tu veux, avec les questions qui ont été posées dans le chat. J'ai envie, en fait, je crois que ma collègue qui est à la technique peut même ouvrir les micros. Alors, je tente ma chance. J'ai François Bilodeau qui a une question qui concerne ton expérience là, en lien avec le type de profil d'entreprise. François, si tu veux, je te laisse adresser ta question. Je crois que tu es en ligne, je te vois. Oui, bonjour. Je ne m'attendais pas à avoir le micro aujourd'hui. Vous m'entendez bien? C'est ça le B. Des fois, on prend un petit peu par surprise comme ça. C'est parfait, on va réagir. Merci pour le webinaire, très intéressant. Donc, ma question, c'était, est-ce qu'il y a un profil type d'entreprise ou un secteur d'activité au Québec qui est particulièrement affecté par les cyberattaques? C'est une excellente question, François. L'information que j'ai accès m'indique qu'il n'y a
la plupart des grands secteurs, grands groupes industriels sont visés régulièrement par des attaques, là, que ce soit des attaques de type rançongiciel, ce qu'on voit beaucoup récemment, des attaques de déni de service, ça aussi, ça reste présent. Ce qu'on voit aussi, c'est toujours, ça affecte beaucoup les PME au Québec, là, la fameuse faute du président, qui est le type d'attaque qui vient impersonnifier via un courriel. Ils ont fait beaucoup d'ingénierie sociale pour s'y rendre. Là, on vient se faire passer pour un décideur, un chef des finances ou un président, puis on envoie ça à sa personne des comptes payables. Bien, fait un virement de X milliers de dollars à telle personne, voici le numéro de compte, c'est urgent, vite, vite, vite. Ça arrive souvent dans des situations où est-ce que, effectivement, le président ou le chef des finances est à l'extérieur du bureau. Il y a des trucs qui ne jivent pas, mais je l'ai vu arriver là, au cours de ma carrière là, à quelques reprises où est-ce que j'ai travaillé. Ça fait que c'est assez intéressant de voir comment que les schémas d'attaque se font et se réalisent. Que ça répond à ta question, François? Oui, parfait, merci. Bienvenue. Merci, François. J'ai une question maintenant de Paul Eschamberg. Je ne suis pas sûre si je le dis bien, veuillez m'excuser. On tente notre chance. Si ça vous dit d'activer votre micro et de poser votre question, sinon je vais l'adresser à Frédéric sans problème. Ouais, je viens d'avoir. En ligne, Monsieur Paul. Oui, est-ce que vous m'entendez? Très bien, merci. OK, super. Ben oui, je vais poser ma question à voix haute. Je pense que la raison du webinaire aujourd'hui, c'est parce que les enjeux de cybersécurité deviennent de plus en plus importants et critiques pour les entreprises. Puis moi, je m'intéresse à me réorienter puis à travailler dans ce domaine-là. Donc, je serais curieux de savoir si votre invité pourrait donner quelques conseils pour les gens qui souhaitent travailler dans ce domaine-là puis développer une carrière en cybersécurité. En termes de formation, de parcours pour un emploi dans le domaine. Je ne sais pas si, Frédéric, tu... Oui, ben, je peux. J'ai quelques éléments d'information à partager. Bonne question, Paul. Tout dépendant du secteur que tu arrives, là, je ne connais pas ton background particulier, mais il y a plusieurs écoles au Québec, au niveau cégep, au niveau universitaire, qui offrent des excellents programmes. Au niveau universitaire, ben, il y a HEC, il y a l'ETS, l'Université de Sherbrooke, qui offre tous des programmes, soit en génie ou en des options de cybersécurité, là, si vous prenez des parcours TI. Soit au niveau certificat, au niveau baccalauréat, même au niveau maîtrise, il y a de plus en plus de programmes qui existent pour ce faire. Ensuite, il y a des certifications professionnelles. Il y a des organismes qu'on n'y échappe pas, là. Il y a toute la formation avec le SANS Institute aux États-Unis. Il faut parler anglais majoritairement pour suivre ces formations-là. Au niveau l'ISACA, les programmes se font en français ou en anglais également. Là. Ça fait que vous pouvez aller chercher des certifications en cybersécurité, soit en gestion ou des éléments plus techniques, selon votre préférence. Les domaines sont aussi vastes que tous les domaines TI en cybersécurité. Il y a à peu près de tout qui peut être fait là. Merci, Frédéric. Monsieur Paul, ça répond à votre question? Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Merci à vous. J'ai Sébastien Houd qui lève la main. Sébastien, si vous voulez activer votre micro, avec plaisir, on va vous écouter. Sébastien, on se laisse une petite seconde. Sinon, j'ai une question aussi de Madame Dufault. Est-ce que vous m'entendez? Ah oui, on t'entend, parfait. Oui, bonjour, très belle formation. Voyez-vous, moi, ça se situe la question au niveau des 2FA, les Two-Factor Authorization. Dernièrement, justement, on est en processus au niveau de l'assureur et c'est une des demandes qui nous a été faites, dans le fond, d'avoir ce 2FA-là actif. Et on essaie de voir là, comment déployer tout ça, puis de savoir si c'est normal que l'assureur ait cette exigence-là. Normal ou pas, mais je peux te parler peut-être de bonnes pratiques entourant cette solution-là d'autres facteurs d'authentification. C'est un élément supplémentaire qu'on active au niveau de la gestion des identités des accès. Où est-ce qu'on va mettre un système, où est-ce qu'on va vous envoyer, vous avez ça sur différents sites web, où est-ce qu'on vous demande d'activer un mot de passe, où on vous envoie un jeton qui change à chaque fois. Ça fait que ça permet d'assurer une plus grande sécurité. Ça fait que vous n'êtes pas juste un élément que vous êtes et que vous connaissez, mais c'est un élément que vous détenez en plus. Ça fait que ça rajoute comme une complexité. Et c'est très difficile à ce moment-là à frauder là, ce genre de système-là.
Et ça permet à l'assureur lui-même de vérifier les bonnes pratiques que vous mettez dans votre entreprise pour diminuer les risques en conséquence. Parce que principalement, c'est par là que les attaques se font majoritairement là, dans toutes les entreprises. C'est une faiblesse au niveau des systèmes d'authentification et des mots de passe. Merci, Sébastien, pour votre question. J'ai une question de Mme Dufour. Madame Dufour, la parole est à vous. Oui, est-ce que vous m'entendez? Très bien. Super, merci pour le webinaire, c'est super intéressant. En fait, ma question, c'est par rapport au télétravail. On sait que ça a beaucoup augmenté là, ces temps-ci. Puis, moi, je suis en télétravail, donc je me demandais si, vous aviez remarqué plus de cyberattaques parce que les gens sont à la maison, donc peut-être qu'il y a moins de sécurité par rapport au réseau Internet, peut-être un peu de négligence parce que souvent, c'est un ordinateur personnel et de travail. Puis, si oui ou même sinon, qu'est-ce qu'on peut faire à la maison pour se protéger là, autre que ce que notre employeur nous fournit? C'est une question à plusieurs niveaux. Est-ce qu'il y a une recrudescence ou une augmentation des attaques parce que les gens sont en télétravail? Peut-être, je n'ai pas de statistiques à cet effet-là aujourd'hui. Ce qu'on peut faire aussi pour s'aider ou bonifier ou gérer mieux son risque cyber à la maison, tout dépendant là, de comment on est organisé, là, c'est différent d'une entreprise à l'autre. Ce que moi, je suis habitué, c'est des entreprises où on vous fournit votre équipement informatique. À ce moment-là, les entreprises contrôlent beaucoup plus l'environnement technologique. Souvent, on ne peut pas faire ce que l'on veut sur ces postes de travail-là. Donc, on limite le plus possible les droits d'installation et d'installation de logiciels, de faire un peu ce qu'on veut sur les ordinateurs, comparé à un ordinateur personnel où est-ce qu'on a tous les droits possibles. Les bonnes pratiques veulent qu'on ait au moins un minimum en place un antivirus, qu'on ait aussi un contrôle d'accès de type réseau privé virtuel. Normalement, c'est fourni par les entreprises pour se connecter. Ça réduit beaucoup là, les surfaces d'attaque. Toujours préférable d'avoir une séparation là, de travail, d'environnement de travail, d'environnement personnel. C'est une bonne pratique, mais ce n'est pas toujours facile à mettre en œuvre. On a vu au début de la pandémie, une diminution dans l'accès de l'équipement informatique au niveau des entreprises. Avec ça a créé plein de situations où est-ce que les gens n'avaient tout simplement pas de matériel à fournir. Et là, depuis ce temps-là, ça s'est tranquillement résorbé. C'était un des enjeux du début de la pandémie et du télétravail. Merci, Frédéric. Merci, Mme Dufault. Ben, je ne vois pas pour l'instant d'autres questions dans le chat. Alors, permets-moi, Frédéric, de te remercier profondément pour ton temps. Merci à la Banque nationale, je le répète, précieux collaborateur de l'École d'entrepreneurship depuis 12 ans. Vous êtes là depuis le début. Vous avez cru en cette idée d'école pour entrepreneurs. Puis, c'est un plaisir toujours de collaborer avec vous. Alors, merci à toi. J'espère que tu as apprécié ton moment. Puis, écoute, le webinaire sera en rediffusion, comme je disais, sur notre site web, puis on va vous renvoyer tout ça par courriel. Alors, merci d'avoir été au rendez-vous, puis je vous souhaite une très belle fin de journée. Merci beaucoup.